13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Hier, samedi 19 octobre, marquait le début de la nouvelle opération de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire, une étape cruciale en vue des prochaines élections. Et c'est la ville de Guiglo, dans la région du Cavali, qui a été choisie pour accueillir le lancement officiel de cette opération en raison du faible taux d'inscription à la précédente opération. On en parle en début de journal. À suivre également le satisfecit des populations des communes d'Adjamé et d'Abobo enregistré par notre reporter Eugène Atoubé quant à la question de l'approvisionnement en eau potable dans leur commune. Le projet de renforcement des ouvrages de desserte en eau potable exécuté par le gouvernement favorise désormais une présence régulière de l'eau potable dans les ménages. Et puis en Indonésie, l'ancien général Prabowo Subianto, âgé de 73 ans, a été investi nouveau président après avoir prêté serment devant le Parlement. Il devient ainsi le 8e président de l'Indonésie, candidat malheureux à 2 reprises aux présidentielles de 2014 et 2019. Il a emporté dès le premier tour le 14 février 2024 face à 2 autres candidats. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Le cancer du sein, il est possible d'en guérir à condition de le dépister précocement. Ce message, s'il est ventilé à profusion, peut assurément contribuer à sauver des vies. Une ONG travaille pour accroître l'action des médias dans la lutte contre le cancer du sein. L'ONG Ecomédia, et qui donc organise la 8e édition de journée de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Quel engagement attendu des médias dans le cadre de la lutte contre le cancer? Quelle stratégie envisager pour faire des médias des partenaires influents, mieux importants dans le cadre de cette lutte. À mois d'octobre, vous le savez, consacré à la lutte contre le cancer, et c'est tout naturellement que nous aborderons également ces différentes questions avec notre invité du Dimanche Magazine ce 13h, le professeur Adoubi, Innocent Adoubi, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le cancer, président de la Société africaine francophone de cancérologie, chef de service de cancérologie du CHU de Trècheville, responsable de la formation en cancérologie médicale à l'UFRESMA et enfin membre de l'équipe Ecomédia MSC. Professeur Innocent Adoubi, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour M. Guivet et merci pour l'invitation. Merci professeur. Alors notre entretien se fera dans un instant, mais avant, prenons ensemble la direction de la région du Cavali, de la ville de Guiglo, où se trouvait hier samedi le président de la commission électorale indépendante Ibrahim Kouibiar Coulibaly pour expliquer aux populations du Cavali l'importance de l'opération de révision de la liste électorale qui, vous le savez, a démarré donc depuis hier, 19 octobre 2024, une étape cruciale en vue des prochaines élections. Les détails avec Sidonie Davila. Ce premier jour du démarrage de l'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national, nous rencontrons Julien à Guiglo. La vingtaine révolue, il n'est pas encore sur la liste électorale. Je suis de passage à Guiglo. Je me suis pas encore fait enrôler, mais d'ici lundi, mardi, je vais venir me faire enrôler parce que je suis un citoyen et dois voter. Guiglo est une ville de l'Ouest située dans le Cavali. La région enregistre que 17% d'inscriptions, d'où ce choix stratégique de la CEI pour le lancement de l'enrôlement, première étape de la révision de la liste électorale. En raison notamment de tensions récurrentes, voire de violences qui ont pu s'y dérouler dans un passé pas très lointain à la faveur de compétitions électorales censés être de simples moments populaires de choix entre les filles et les fils de votre région. Pour ces raisons, il nous a paru utile de lancer depuis ici le message solennel de décrispation et de paix dans la conduite du processus électoral à l'occasion du lancement de la révision de la liste électorale 2024. En présence des autorités locales, dont la présidente du conseil régional, Anne Loto, le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Couibiar, a apporté des explications détaillées de cette opération. Cette année, la commission électorale indépendante a repoussé la limite d'âge pour l'enrôlement des nouveaux majeurs au 28 février 2025, soit avant la publication de la liste provisoire. Ainsi, tous ceux des jeunes qui n'auraient pas 18 ans au moment de la période d'enrôlement, mais qui auront atteint cet âge qui correspond à la majorité civile le 28 février 2025, pourront solliciter leur inscription sur la liste électorale.
Le gouvernement a également décidé de faciliter l'obtention du certificat de nationalité en le délivrant gratuitement. Cette année, la Commission électorale indépendante a institué une innovation consistant à permettre la radiation des électeurs décédés dès l'étape de l'enrôlement ou de la collecte des données. Il faut, pour ce faire, que l'électeur présente les documents justificatifs au lieu de vote de l'électeur décédé. Il s'agit donc, comme document, de son acte de décès ou son certificat de décès ou encore du certificat de genre de mort. Cette opération représente un véritable défi pour la CEI. Nos machines sont configurées pour accueillir journellement 50 requérants, soit une capacité maximum d'absorption de plus de 13 millions de requérants sur les 23 jours, alors que nous attendions environ 4 500 000. Le séjour du président de la CEI s'est conclu par une visite dans l'un des centres d'enrôlement au groupe scolaire Résidence, où il a pu vérifier le bon déroulement des inscriptions sur le terrain. Depuis le début de la journée jusqu'à la mi-journée, 7 personnes se sont inscrites dans ce centre. Je ne me suis pas inscrite en 2018 parce que ma carte n'était pas disponible. Donc c'était un peu difficile. Maintenant que j'ai la carte, je me suis fait inscrite et pour ça, je suis très heureuse. J'étais à Abidjan et je me déplaçais pour accomplir mon devoir civique. Voilà, c'est un peu fatigant et Dieu merci, c'est une aubaine. Donc je profite pour changer de lieu de vote afin de pouvoir accomplir ce devoir civique-là tranquillement. Les cadres de la région, quant à eux, se mobilisent pour sensibiliser la population et encourager une participation massive. Je pense que tout sera fait, aussi bien au niveau de la CEI qu'au niveau de l'administration, puisque sont entre en ligne de compte l'administration préfectorale, mais aussi la justice, et que tout ceci, n'est-ce pas, concorde pour que nos parents disposent rapidement, n'est-ce pas, de leurs papiers. À ce jour, ce sont 8 120 000 électeurs qui figurent déjà sur la liste électorale nationale. Reportage de Sidonie Davila et d'Adama Kéré. Pour que les choses se passent bien tout le long de ce processus, les responsables de la CEI régionale de la région de Békay ont convié les populations à une rencontre à la salle des fêtes de la préfecture de la région. Ordre du jour de la rencontre, information sur la date du début du processus de révision de liste électorale, le mode opératoire et les personnes concernées. Gervais Kouassi, Charles Tatou. Le Békay, à l'instar de toutes les autres régions du pays, s'apprête pour la révision de la liste électorale qui débute ce samedi sur l'ensemble du territoire national. La CEI locale entend mettre les petits plats dans les grands pour la réussite de l'opération. C'est ce qui justifie la rencontre entre son premier responsable, Yapo Yapi, et les différentes composantes de la population. Cette révision, il n'y aura plus d'enrôlement en ligne. Les radiations vont se faire en même temps sur les guichets de l'enrôlement, sur la présentation de la carte d'électeur de la personne qui veut faire la radiation, la carte d'électeur de la personne décédée et un papier qui indique que la personne a effectivement décédé. Et puis les jeunes gens qui auront 18 ans au moment de l'élection présidentielle peuvent s'inscrire, peuvent s'enrôler. Il y a des gens qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, qui ne doivent même voter. Il ne faut pas qu'ils aient honte, qui vient se faire enrôler. Pour le président régional de la CEI de Békay, l'adhésion de tous à cette opération s'avère capitale. Ce sont les électeurs qui ont le pouvoir par leur vote. Pour qu'ils puissent exprimer leur vote, leur pouvoir, il faut qu'ils s'inscrivent massivement sur la liste électorale. Ce sont au total 733 centres d'enrôlement répartis dans la région de Békay. Et si on remontait à l'échelle du temps à quelques heures près, il y a 48 heures, nous étions le 18 octobre. Cette date reste un jour symbole pour la Côte d'Ivoire car elle rappelle l'anniversaire de naissance du père fondateur de la nation ivoirienne, de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. À belle occasion pour la fondation qui porte son nom de marquer l'instant au biais d'un colloque international portant sur la construction de la paix au XXIe siècle. Kader Sokotoko nous en parle. C'est avec un colloque international que la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix commémore l'anniversaire de la naissance de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle.
Un colloque international qui a pour thème « Construire la paix au XXIe siècle ». La Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro accueille pour la circonstance des universitaires, des libres penseurs et des ONG venus de plusieurs pays. La réflexion sur les moyens d'organiser la paix sur notre continent et la paix universelle est plus qu'une ardente obligation, une des urgences à résoudre. La paix est possible, agissons pour un monde pacifique. Les axes du colloque sont démocratie, justice, gouvernance, etc. Construire la paix durable dans les sociétés humaines ne peut en aucun cas faire l'économie d'une bonne formation et d'une éducation de qualité. En tant qu'universitaire et communauté scientifique, vous avez une mission prépondérante et une responsabilité de premier plan. Félix Houphouët-Boigny, communément appelé l'apôtre de la paix, est décédé le 7 décembre 1993. Après sa mort, la philosophie de paix du premier président ivoirien reste vivace et inspire plus d'un. Chose à présent, se satisfait des populations des communes d'Adjamé et d'Abobo enregistrées par notre reporter Eugène Atoubé quant à la question de l'approvisionnement en eau potable dans leur commune. Le projet de renforcement des ouvrages dessertes en eau potable exécuté par le gouvernement favorise désormais une présence régulière de l'eau potable dans les ménages. Les frustrations d'hier ont, semble-t-il, laissé la place au sourire. Le ministre en charge de l'hydraulique, Bouaké Fofana, s'est rendu dans ces communes pour un constat. Reportage. Dans cette habitation au secteur d'Iakwakou à Ulansville, dans la commune d'Adjamé, le bonheur des Sanogo d'avoir de l'eau potable en permanence. Un tour de robinet suffit désormais à satisfaire leurs besoins quotidiens en eau potable. On a l'eau, on ne souffle plus, ça sort même, l'eau, ça sort beaucoup même, quand il y a pression même. Avant, il n'y avait pas les gros tuyaux, c'est-à-dire les tuyaux de canalisation, il n'y avait pas. Même depuis un moment, ils sont venus poser. Ils nous ont donné des compteurs, donc actuellement l'eau ça va. Les difficultés de ravitaillement en eau potable aujourd'hui pour la population de plusieurs secteurs de Ulansville, une parenthèse qui relève du passé. Le cri de cœur a été entendu par le gouvernement et en réponse, un important investissement pour apporter les solutions adéquates à travers le projet d'optimisation du réseau d'eau potable au bénéfice de la commune d'Adjamé et une partie de Sédabobo. Le projet a permis de corriger ce qui constituait des freins et obstacles à une desserte en eau potable optimale dans ce quartier d'Abidjan. En l'occurrence, la fraude, la baisse de pression et la faiblesse des réseaux. À ce jour, ce sont 36 000 habitants impactés par le projet OREPCA, selon le ministère en charge de l'hydraulique, avec des compteurs d'eau intelligents et anti-fraude. On n'a pas augmenté la production, on a amélioré le réseau de distribution, on a lutté contre la fraude et aujourd'hui, ces ménages peuvent avoir de l'eau. Donc les 50% d'eau qu'on perdait avant, aujourd'hui, servent à satisfaire des foyers. C'est un projet pilote. Vous savez qu'à Abidjan, certains quartiers sont des vieux quartiers, donc le réseau souterrain est vétuste, est fatigué, beaucoup de fuites, beaucoup de casses. Et donc on va aller progressivement pour améliorer le réseau de distribution partout, pas seulement à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. Le projet d'optimisation du réseau d'eau potable de la commune d'Adjamé à Bobo est illustratif des nombreux investissements de l'État dans ce secteur et l'engagement du président de la République Alassane Ouattara à apporter aux populations de Côte d'Ivoire progrès et bien-être. Le ministère en charge de l'hydraulique, maître d'œuvre, et l'ONEP, maître d'ouvrage, indique un taux d'avancement de 95%. Reportage signé Eugène Atoubé. Madame, monsieur, que savez-vous des avantages et des opportunités qu'offre la culture du champignon comestible? Ces opportunités, eh bien, il y en a plusieurs et ce sont les acteurs du secteur qui en parlent le mieux. Réunis en séminaire de formation, de sensibilisation à la culture de ce végétal, ils veulent eh bien, promouvoir leur activité et travailler à la multiplication des récoltes. Ils visent surtout la création d'une filière champignon. Asto Touré. Les acteurs du secteur de la production du champignon réunis pour former et sensibiliser sur la culture des champignons comestibles. Le champignon n'est pas une nourriture de luxe. Il faut que tout le monde en consomme. Nous, on veut que dans tous les coins, dans tous les marchés, que ce soit les supermarchés, les grandes surfaces, que ce soit les marchés de quartier, qu'il y ait du champignon dans tous les ménages. Il faut qu'il y ait beaucoup de producteurs de champignons
pour qu'on puisse dire que la Côte d'Ivoire est un pays producteur de champignons, quand on dit qu'on parle maintenant de filier la culture des champignons, c'est parce que nos différents défis à relever. La Côte d'Ivoire compte plus de 25 000 types de champignons comestibles, dont le vol vert qui pousse sur les palmiers, la pleurote et le ganoderma qui poussent sur les sciures de bois, le champignon noir et le champignon à longues racines. Nous avons besoin de revenir à des pratiques qui étaient vraiment bénéfiques au corps humain depuis les villages, et les interventions qui ont été faites tant par les médecins, les pharmaciens et nous-mêmes en tant que naturopathes ont montré que les champignons sont une denrée importante, un nutriment important pour le fonctionnement du corps humain. Les champignons sont utilisés en cuisine, mais ce qui nous a présenté, nous a donné les vertus thérapeutiques du champignon, comme nous utilisons au niveau des plantes également. Donc nous avons fait l'analyse microbiologique, donc il avait respecté les conditions de préparation, donc le produit était de qualité. La culture du champignon comestible, une aubaine pour lutter contre la pauvreté et promouvoir l'autonomisation de la femme. J'encourage toutes les femmes à adhérer au projet de champignons, que c'est très bon. La rencontre se tient sur 2 jours avec à la clé un festival sur les champignons comestibles. Et pendant que les acteurs de la filière champignons travaillent à la promotion de leur secteur d'activité dans le transport lagunaire, on baigne dans la projection. La construction de nouvelles gares est annoncée à Abidjan, précisément dans les communes d'Atekoubé et du Plateau. L'information a été donnée au cours d'une rencontre avec les populations riveraines. Le projet est financé par la Banque mondiale et bénéficie de l'appui technique de l'AMUGA et du PACOGA. Serge Collier. Une nouvelle gare lagunaire avec toutes les commodités bientôt fonctionnelles dans la commune du Plateau. Le projet est présenté aux populations riveraines. C'est une séance d'information qui est prévue dans le cadre du projet pour informer la population sur la consistance des travaux. Et au cours de cette séance également, il est prévu de recueillir les points de vue des futurs usagers de ces infrastructures que nous allons réaliser pour s'assurer qu'au cours de la réalisation, on impacte le moins possible les activités de la population et puis comment arriver à bonifier les impacts positifs pour leur permettre vraiment de bénéficier des retombées de ce projet-là. L'objectif étant de leur expliquer les travaux que nous allons réaliser, notamment la construction des nouveaux appontements au Plateau et à Bobo-Doumé, et de leur expliquer que toutes leurs préoccupations sont prises en compte et qui sont également intégrées dans le projet. D'un coût global de 9 milliards de francs CFA, entièrement financé par la Banque mondiale, le projet va consister à la réhabilitation de la gare lagunaire d'Abobo-Doumé et aux travaux de construction de la gare du Plateau. Appontements, passerelles piétons, mais également de nouveaux bâtiments et équipements. Les travaux vont durer 12 mois et ils seront dirigés par le PACOGA, le projet d'appui à la compétitivité du Grand Abidjan, et l'AMUGA, l'autorité de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Une autre question ce 13h dans votre journal. Comment résoudre l'épineuse question de ces conflits entre communautés et États qui tirent leurs origines de la délimitation des frontières héritées de l'action coloniale? Une rencontre internationale dénommée Abidjan Border Forum veut apporter des réponses idoines à cette interrogation. Elle se tiendra du 23 au 25 octobre ici à Abidjan. À l'affiche, panel de haut niveau, débats et propositions concrètes. Les précisions de Lassina Ouattara. Avec la 2e édition de Abidjan Border Forum, ABF 2024, sous le thème Frontières vertes, entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité, l'événement se positionne comme un carrefour de réflexion et de solutions pour les acteurs étatiques et non étatiques en Afrique en matière de gestion de frontières. Les frontières héritées de la colonisation ont des limites floues, très souvent non matérialisées et fortement poreuses, qui sont à la base de conflits frontaliers entre les États et de conflits fonciers entre communautés vivant dans les zones frontalières. En effet, les frontières sont devenues des espaces où se mêlent criminalité, conflits fonciers et pression environnementale. Le Forum d'Abidjan ambitionne d'apporter des réponses concrètes par une meilleure gouvernance et une coopération transfrontalière renforcée. Cette approche des frontières vertes permet effectivement de voir ou d'analyser le partage des ressources naturelles. Vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, vous regardez les cours d'eau que la Côte d'Ivoire partage avec ses différents voisins, vous regardez les forêts que la Côte d'Ivoire partage avec ses voisins. Vous avez autour de ces ressources naturelles
je dirais, une forme de silence, parce que cela donne l'impression que ça va de soi. Et pourtant, dans ces espaces frontaliers, au cœur de ces ressources naturelles, vous avez à la fois des opportunités économiques, mais également des fragilités exploitées par les bandes criminelles. Outre les questions de sécurité, l'ABF 2024 intègre les défis environnementaux. Ce forum souhaite donc faire des frontières africaines des espaces de développement durable loin des conflits. Cette année, avec la participation de près de 5000 personnes, l'ABF 2024 promet de marquer un tournant dans la gestion des frontières africaines en transformant ces zones de tension en pôles de stabilité et de coopération. Et madame, monsieur, apprendre, c'est s'ouvrir à l'inconnu. Des étudiants de plusieurs nationalités en provenance de la France sont en immersion à Abidjan, un voyage d'études qui leur permettra de réfléchir sur les problématiques de la capitale économique. Ils ont été reçus par les maires du plateau de Cocody et de Yopougon. Le récit de Didier Nguessan. Ils reçoivent les clés du département d'Abidjan des mains du secrétaire général 1, Dosso Sendou. Ces étudiants en master d'architecture d'une école française débutent leur voyage d'études à Abidjan. Objectif, découvrir les spécificités de la ville en tant que métropole émergente avec ses défis de développement et de démocratie. Les travaux contribueront à la résolution de ces problématiques avec des propositions probantes, a signifié le professeur François Grusson. L'objet de cette mission, c'est de faire découvrir à un groupe d'étudiants issus de plusieurs nationalités les spécificités et en même temps le caractère exemplaire de la ville d'Abidjan en tant que métropole émergente avec toutes les problématiques que l'on connaît aujourd'hui dans ces grandes métropoles, la poussée de la démographie, le développement urbain, l'étalement urbain, et donc de travailler sur cette matière-là afin d'apporter aux autorités ivoiriennes une sorte de boîte à outils, de projets, de propositions méthodologiques pour résorber les problématiques urbanistiques que l'on connaît aujourd'hui à Abidjan. À son tour, Dosso Sendou, tout en soulignant le rôle crucial de l'architecture dans la planification d'une ville, a présenté les projets structurants qui façonnent la capitale économique. Même approche pour le maire de la commune du Plateau, Jacques Ewo, qui a présenté aux visiteurs le travail municipal visant à faire de la commune une cité verte et une ville intelligente. Il faut dire qu'au niveau du plateau, il y a vraiment l'utilisation d'énergie, que ce soit l'énergie naturelle. Vous voyez, on est bordé par la lagune. Ce que nous avons réalisé autour de la lumière, déjà, on fait des forages solaires qui nous permettent d'avoir l'eau pour l'arrosage des espaces. La délégation d'étudiants s'est également entretenue avec les responsables municipaux de Yopougon et de Cocody, de même qu'avec ceux d'une école et d'un cabinet d'architecture à Abidjan. Voilà, des étudiants qui ont également visité la commune d'Anyama et la belle cité de Yamoussoukro, puis un dîner leur a été offert à l'hôtel communal de Cocody. À Morondo, dans le département de Kani, 137 élèves et encadreurs du système éducation-formation ont été distingués. Une action pour promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Heureux des excellents résultats, enregistré, le président du conseil régional du Ouagadougou a dit tout son engagement à soutenir cette initiative. Fred Oulaye, Walter Amadou Ouattara. Morondo, département de Kani, 137 élèves et encadreurs de la maternelle à la terminale distinguée pour l'excellence de leurs résultats scolaires. Initiée par le député Koné Aboubakar Sidiki, cette activité vise à célébrer les acteurs de l'éducation à Morondo, Fadiadougou et Djiborosso. La bonne marche de l'école est un instrument qui garantit la sécurité, la paix, le progrès et le développement. On ne va pas toujours parler de politique. Aujourd'hui, on a parlé école, on a parlé éducation, on a parlé excellence. Et nous sommes fiers de tous ces élèves qui ont été récompensés. Et nous espérons que Dieu nous donnera les moyens de faire beaucoup plus l'année prochaine. Le ministre Bouaké Fofana se réjouit des performances réalisées lors de l'année scolaire précédente. Il a mis l'accent sur l'importance de soutenir les enseignants. Nous sommes en train de construire des lycées d'excellence, nous sommes en train de construire des universités, c'est parce que nous savons que c'est ça qui va changer le monde, c'est ça qui prépare l'avenir de la Côte d'Ivoire de demain. Et c'est l'application de cette politique du président Alassane Ouattara qui est en train d'être faite ici, en encourageant le monde de l'éducation à aller toujours vers l'excellence. Et ils auront toujours notre appui. Le Conseil régional du Ouagadougou consacre presque les 2/3 de son budget à l'éducation nationale. La directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation,
ainsi que le préfet de région du département ont également exprimé leur gratitude à l'initiateur. Cette cérémonie s'inscrit aussi dans une dynamique de valorisation de l'éducation essentielle à la construction d'un avenir prometteur pour la jeunesse de la région. Et dans l'actualité internationale, sachez que le Sénégal a accueilli hier samedi 117 personnes rapatriées du Liban. Ces hommes, femmes, enfants et personnes âgées ont atterri à bord d'un avion dans la soirée à Dakar et elles ont été reçues par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État les a accueillis. Il s'est réjoui qu'ils soient rentrés sains et saufs, notant qu'il s'est exprimé sur les réseaux sociaux dans un message. Ce rapatriement, rappelons-le, intervient après le décès le 6 octobre dernier d'une Sénégalaise alors que les bombardements israéliens s'intensifient au Liban. Et toujours dans l'actualité internationale, sachez que le nouveau président de l'Indonésie, l'ancien général Prabowo Subianto, âgé de 73 ans, a été investi après avoir prêté serment devant le Parlement. Il devient ainsi le 8e président de l'Indonésie, candidat malheureux à 2 reprises aux présidentielles de 2014 et 2019. Il a remporté dès le premier tour, le 14 février 2024, face à 2 autres candidats. Il succède ainsi au président sortant Joko Widodo, qui a passé 10 ans à la tête du pays. Le magazine du dimanche, c'est maintenant, et ce 13h, nous recevons le professeur Innocent Adoubi, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le cancer. Professeur, bonjour et merci de nous avoir rejoints à nouveau sur ce plateau. Bonjour, monsieur Herman. Alors, professeur, avec vous, nous parlerons de la 8e édition de journée de mobilisation des médias contre le cancer du sein, ce qui, bien sûr, ne se fera pas sans aborder la question de l'évolution de la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Mobilisons-nous et agissons contre le cancer du sein. C'est autour de cet engagement que s'est construite l'idée de rassembler les médias dans le cadre de cette lutte. Quelles sont les raisons, professeur, qui ont motivé ce désir d'implication véritable des médias dans la lutte contre le cancer? Merci, monsieur Herman. Il faut dire que le cancer, en général, pour pouvoir sensibiliser la population, les médias jouent un rôle très important. C'est un vecteur puissant de sensibilisation et de communication. Et c'est pourquoi le programme national de lutte contre le cancer travaille de manière très étroite depuis 15 ans avec les médias. Et l'avènement des comédias a été une opportunité pour nous, pour pouvoir mieux planifier nos communications vis-à-vis de la population et surtout faire en sorte que les patients puissent consulter tôt en dédramatisant la notion du cancer. Alors, professeur, merci d'insister sur le terme dédramatisant. Peut-on prévenir le cancer? Si oui, comment? Dans certaines circonstances, on peut prévenir le cancer, tel que dans le cas des cancers du col de l'utérus qui sont liés à des virus ou le cancer du foie qui sont liés également à des virus. Mais certains cancers ne peuvent pas être prévenus, mais par contre, on peut poser des diagnostics précoces qui peuvent donner de grandes chances de guérison. Alors, professeur, est-ce que l'on peut développer un cancer à tous les âges? Oui. Le cancer du sein, précisément, vu que nous sommes en... Le cancer du sein, il faut dire que c'est autour de 30 ans qu'on rencontre la plupart des cas et la moyenne d'âge en Côte d'Ivoire est autour de 42 ans. Pratiquement pas de cancer du sein chez les adolescents, c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est un cancer qui touche la femme à partir de 30 ans jusqu'à 80-85. Mais n'oublions pas aussi que dans 1% des cas, le cancer peut toucher aussi les hommes. Dans 1% des cas? Dans 0,5%, 1% des cas. Professeur, quelles sont les attitudes et les comportements adoptés pour éviter de faire cette maladie? Bon, il faut dire qu'il y a des attitudes qui sont quand même non modifiables. C'est-à-dire que l'âge est déjà un facteur de risque au-delà de 30 ans. Il y a des formes familiales, donc l'hérédité, qui peut également une des causes, mais c'est surtout également certains facteurs environnementaux, tels que la consommation d'alcool, l'absence d'allaitement, les grossesses tardives, la puberté précoce, qui peuvent être des situations environnementales qui vont être l'objet de ce qu'on appelle une hyperestrogénie, parce que les oestrogènes sont des hormones de croissance du sein. Et lorsque cette hyperestrogénie est longue dans la vie de la femme, il y a des risques de pouvoir avoir le cancer du sein. Mais il faut savoir en premier lieu que la cause essentielle, c'est le vieillissement. C'est-à-dire après 30 ans, toute femme qui a une boule dans le sein peut être considérée cancer jusqu'à preuve histologique de son contraire. Alors, professeur, à quel moment une femme doit-elle avoir recours, par exemple, à l'autopalpation? Est-ce qu'il y a des signes qui préviennent, si on peut s'exprimer ainsi? Oui, déjà une femme autour de 18-20 ans doit apprendre à connaître son corps
Et nous, au niveau du programme national de lutte contre le cancer, nous avons estimé que dès 20 ans, une femme doit pouvoir apprendre correctement l'autopalpation. Cette autopalpation sera bien apprise à partir d'une consultation chez un médecin. Et à partir de 30 ans, une femme doit consulter chaque année un médecin pour se faire examiner le sein. Et à partir de 45 ans, à côté de ces deux moyens, la mammographie est un élément très important, une imagerie très importante pour faire la détection précoce. Donc tout part de l'éducation et de l'information, de la jeune fille jusqu'à la femme adulte. Alors vous dites qu'une femme doit apprendre correctement à mener cette action, cette opération d'autopalpation. Cela suppose que cette action obéit à un certain principe, à une certaine méthode. Laquelle ? Exactement, ça obéit à une certaine méthode et cette méthode est enseignée par le gynécologue, par la sage-femme, par le médecin généraliste, c'est-à-dire qu'on apprend à la femme à palper le sein chaque mois en dehors des règles et cette palpation doit se faire de manière méthodique. Et cette technique méthodique est enseignée par le médecin et la femme peut le faire à la maison tous les mois. Et lorsqu'elle atteint 30 ans, elle doit pouvoir maintenant consulter chaque année. Parce qu'elle peut faire des erreurs dans la palpation et ces erreurs sont corrigées par le médecin ou la sage-femme. Alors cela suppose qu'une femme doit obligatoirement aller chez un gynécologue ou chez un médecin justement pour se faire visiter ? Exactement. Un médecin qui a été formé par rapport au cancer du sein, une sage-femme ou un infirmier, parce qu'au programme cancer, nous organisons des formations de médecins généralistes et de sages-femmes et d'infirmiers pour apprendre à la population féminine l'autopalpation. Professeur, est-ce que toutes ces campagnes engagées justement dans la lutte contre le cancer produisent réellement du fruit ? Est-ce qu'on n'est pas dans une vaine spéculation ? On n'est pas dans une vaine spéculation. Il faut dire que le cancer en Côte d'Ivoire reste une situation très préoccupante. Nous avons tout de 4000 cas chaque année pour près de 2000 décès. Et c'est une situation préoccupante parce que le cancer fait encore peur. Il y a encore un mythe. Et c'est pourquoi les médias et les associations ainsi que les ONG jouent un rôle majeur pour dédramatiser cette affection parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il est détecté tôt, on a de grandes chances de guérison. Juste pour une comparaison, en Europe, pratiquement 9 femmes sur 10 guérissent du cancer du sein parce que le cancer est détecté tôt. Ce qui n'est pas le cas dans notre pays et dans la région sud-africaine. Et il est important que nous puissions faire cela et faire en sorte que l'adhésion des populations à la consultation dans nos hôpitaux puisse être très élevée. C'est comme ça qu'on pourra faire baisser la mortalité de ces cancers. Et cette implication des médias, nous allons en parler dans un instant, mais justement, avant d'aborder ce sujet, c'est vrai qu'il y a des traitements qui existent, mais il y a aussi la force mentale qui compte, n'est-ce pas, l'accompagnement psychologique des personnes, justement, dites malades, par leurs proches, par leur soutien, cela compte, n'est-ce pas? Cela compte énormément, je dirais même dans 30% des cas, parce que le malade est bien entouré, et lorsque on donne l'information juste au malade, les parents participent à la guérison de ce patient. Et le plus important dans ce point, il faut que le médecin qui annonce la maladie soit capable d'avoir le tact nécessaire pour encourager la malade, pour dire que nous sommes ensemble dans le combat. Et il est important qu'on propose des solutions aux patients. C'est comme ça que le patient peut adhérer au traitement. Alors, professeur, parlons maintenant de l'engagement des médias dans la lutte contre le cancer, mais suivons cet élément de notre reporter Didier Nguessan qui traite d'une action de sensibilisation engagée au sein de la RTI en collaboration avec les agents de la RTI. On suit, on regarde. 10 personnes en moyenne meurent du cancer du sein chaque jour en Côte d'Ivoire, ce qui équivaut selon le ministère de la Santé à 3306 cas diagnostiqués en 2020. Plus de la moitié de ces cas décèdent. Chaque année, à l'occasion d'Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, REMAPSEN, et la radiodiffusion télévision ivoirienne organisent une campagne de dépistage et de sensibilisation. Un personnel en bonne santé est bénéfique pour l'employeur en termes de ressources humaines et financières.
Au-delà de cette campagne, des gestes simples au quotidien permettent d'éviter le cancer du sein. La campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus se tient sur 2 jours autour du thème « Dépister tôt, le cancer du sein se guérit ». Dans cet élément, on le voit, hein, notre reporter nous fait le point de l'action qui a été menée ici à la RTI, mais dites-nous de façon générale, quelles sont les retombées que l'on attend au terme d'une telle opération? Les retombées, c'est surtout faire baisser le taux de diagnostic tardif. Et depuis 8 ans, avec Ecomédia et aussi avec les ONG, il y a beaucoup de sensibilisations qui sont faites en zone urbaine et en zone rurale, ce qui a permis en une dizaine d'années de faire baisser le taux de diagnostic tardif de 80% à aujourd'hui 65%. C'est encore très élevé, certes, mais le chantier est très vaste parce que derrière, il faut également qu'on ait des professionnels de la santé formés, il faut des structures qui se rapprochent des populations parce que en Côte d'Ivoire, les centres qui peuvent prendre en charge le cancer sont surtout à Abidjan et à Bouaké. Et il est important qu'on puisse décentraliser la prise en charge du cancer. Parce que le malade qui est très loin d'Abidjan, à peine a des difficultés pour pouvoir venir consulter, sans oublier qu'il faut également, et surtout ça c'est le cri de cœur, qu'on puisse mettre au niveau de toute la Côte d'Ivoire des unités de diagnostic et de prise en charge des patients. Cela va permettre d'avoir des résultats plus probants parce que le parcours du patient lors du diagnostic du cancer est très long et c'est ce qui est l'une des raisons du diagnostic tardif. Alors c'est l'une des raisons, est-ce qu'il en existe d'autres, en dehors justement de la proximité de ces unités de consultation avec les patients, est-ce qu'il existe des raisons extérieures justement à cette raison-là? La principale raison, c'est que dans la population féminine, l'idée du cancer égale à la mort. Le cancer coûte cher. Le cancer est une maladie grave dont on ne guérit presque jamais. Donc ce sont des idées qu'il faut pouvoir combattre et montrer que le cancer aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, nous pouvons chroniciser la maladie, c'est-à-dire faire en sorte que le malade puisse vivre très longtemps avec sa maladie, comme l'hypertension et le diabète. Et les moyens que nous avons, et le personnel que nous avons, les compétences et l'effort du gouvernement peut nous permettre d'ici à l'horizon 2030 de faire baisser de manière assez significative le cancer en Côte d'Ivoire, bien que les ressources humaines restent pour nous la grande problématique dans la prise en charge du cancer. Alors, professeur, aujourd'hui, où en est-on en termes d'implication des médias dans la lutte? Est-ce que les médias s'approprient réellement cette lutte? Je suis heureux de dire que les médias s'approprient la lutte. Les médias, à travers Ecomédia, fait beaucoup, parce que chaque année, ils font de la sensibilisation sur plusieurs milliers de femmes. Et les médias sont en permanence, à travers la presse, à travers la télévision, à travers la radio, donnent des informations pratiquement mensuelles à la population. Et je pense que les mentalités sont encore en train de changer par rapport à cela. Et je voudrais vraiment féliciter les médias qui sont en première ligne pour la sensibilisation et la communication sur les cancers. Les malades commencent à venir de plus en plus. La peur commence à changer de camp. Et je pense que bientôt, avec vous, les médias, Ecomédia, avec Mme Léa Guigui, qui collabore de manière très étroite avec le programme, nous saurons donner les messages pertinents à la population pour qu'il n'ait pas peur de venir à l'hôpital pour faire des dépistages. Alors on aimerait bien comprendre l'origine de cette action. Comment vous est venue l'idée d'associer les médias à ce combat que vous menez? Est-ce qu'il y a eu un effet, un élément déclencheur justement de cette initiative? Bien, il faut dire que nous n'avons rien inventé. Parce que dans tous les pays où le combat sur le cancer est en train d'être gagné, les médias jouent un grand rôle. Et dès les années 2014, nous avons compris que, au-delà des ONG, au-delà des leaders d'opinion, au-delà des chefs traditionnels, nous ne pouvons pas gagner cette lutte de sensibilisation et de communication sur les cancers sans les médias. C'est pourquoi nous avons mis en place déjà au sein du programme cancer chaque année des formations des médias pour leur donner les informations juste sur les cancers. Et le fait que Ecomédia regroupe
plusieurs organes de presse a été pour nous une opportunité pour trouver ensemble des solutions en termes de messages vis-à-vis de la population. Alors, votre regard de leur implication, ces médias, justement, vous venez de dire à l'instant qu'ils font beaucoup. Est-ce que vous attendez encore plus d'efforts de leur part? Et comment aimeriez-vous que cet effort puisse se matérialiser sur le terrain? C'est vrai que les médias font des efforts, mais ce que je souhaite, c'est que la collaboration soit beaucoup plus étroite et que les médias puissent toujours être à l'écoute du programme cancer, parce que les messages peuvent changer en fonction de l'évolution du cancer dans le monde. Et il est important que la collaboration puisse se faire de manière très étroite et que nous puissions ensemble, sur le terrain, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale, travailler main dans la main, bien sûr avec les ONG et tous les autres acteurs. Et c'est comme ça que nous pourrons faire en sorte de gagner le combat contre le cancer. Alors professeur, nous en sommes à la 8e édition. Qu'est-ce qui fera justement la particularité de cette 8e édition au regard des éditions précédentes? Alors cette 8e édition, avec Ecomédia, après hier le lancement, il y aura des tables rondes. Des tables rondes le 21 et le 22, avec les professionnels de la santé et les professionnels des médias, pour échanger sur la situation du cancer et chercher des solutions de bonne communication pour que nous puissions faire en sorte que la population puisse adhérer. Il y a également le fait que nous allons travailler sur des messages en langue vernaculaire. En langue vernaculaire. C'est très important. C'est une innovation que vous apportez? C'est une innovation que Ecomédia et le programme va essayer d'apporter pour que toute la population soit touchée en termes d'informations justes par rapport au cancer. Alors professeur, est-ce que tous les médias désireux de vous rejoindre dans le cadre de cette lutte peuvent se joindre à vous? Si oui, comment? Est-ce qu'il y a un processus d'abord de sélection de ces médias? Non, il n'y a pas de processus de sélection. Alors comment est-ce qu'on vous contacte? Les médias nous contactent au sein du programme national de lutte contre le cancer, puisque le programme national de lutte contre le cancer donne la politique nationale de lutte contre le cancer et définit les stratégies, bien sûr sous le leadership du ministère de la Santé. Et la porte du programme est ouverte et nous travaillons de manière quotidienne avec les médias, à travers des interviews. Et chaque fois que nous avons des informations nouvelles, nous appelons les médias pour leur donner des informations. Et derrière tout cela, le point central, c'est que le programme cancer, en association avec les professionnels de la santé, qu'ils soient au CNRO ou au service du cancérologie CHU de Treichville ou à l'unité de Boaké, nous apportons des professionnels pour pouvoir donner des informations aux médias sur ce qu'est le cancer, comment on le diagnostique, quels sont les moyens de traitement que nous avons aujourd'hui et comment on peut réinsérer les personnes guéries du cancer dans la société. Alors professeur, je voudrais me permettre, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien, mais je voudrais me saisir de l'occasion pour terminer par une pensée particulière, à vous de l'infirmer ou de la confirmer. Alors cette pensée donc populaire, à l'image du bébé qui prend le sein de sa mère, révèle de ce qu'une telle pratique justement mettrait la femme à l'abri d'un quelconque cancer du sein. Vous confirmez ou vous infirmez? Le bébé qui tète est protecteur. Le bébé qui tète. Le bébé qui tète est protecteur. Mais l'homme qui tète n'est pas protecteur. Très bien. Le bébé qui tète, au-delà de 12-18 mois, permet de réduire le risque du cancer du sein. Merci docteur d'avoir répondu à cette question. Dans le cadre, madame, monsieur, eh bien ce journal est terminé. Dans le cadre du magazine du dimanche de 13h, nous recevions le professeur Innocent Adoubi, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons parlé de la 8e édition de journée de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Et nous avons également apporté des questions en rapport avec la lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire. Le mois d'octobre, vous le savez, est bien dédié à la lutte contre le cancer du sein. C'est à juste titre que nous avons bien parlé ces 13h de ce sujet. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.